En 1967, à 17 ans, avec ma grand-mère maternelle, nous sommes partis en vacances à Orehovo, en Bulgarie, où habitait Ibi Kanini, avec son mari bulgare Mario et leurs deux fils, Mario et Ivan. La mère de Ibi Kanini et le père de ma mère, Geiger Victor, étaient frères et sœurs. Le père Mario était un sacré numéro. Devenu orphelin jeune, car son père était un homme politique et sa mère une cantatrice italienne, ce qui explique peut-être son prénom, ils ont été assassinés tous les deux à cause de leurs idées politiques. Donc le petit Mario, le père, a été élevé par son grand-père, un paysan, qui ne voulait pas qu'il fasse des études, car voilà, ça n'a servi à rien qu'il a trimé pour faire de son fils un monsieur, et maintenant, à cause de ça, il est mort. Donc, le petit Mario devait travailler la terre et ne pas étudier. Mais comme c'était un jeune rebelle, adolescent, il a quitté la ferme et il est parti en Hongrie. Il a fait plusieurs petits boulots, il a appris le hongrois et ensuite il s'est inscrit à la faculté de médecine de Szeged. Je ne sais pas dans quelles conditions il s'est retrouvé ensuite à l'université de Cluj, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale, quand une partie de la Transylvanie est revenue à la Hongrie, comme j'en ai déjà parlé précédemment, avec la carte faite manuellement, avec l'inscription sur le tampon, la Transylvanie revenue à la maison. C'est là, à Cluj, qu'il a rencontré Ibi Kanini, également en cours de médecine, et tombé amoureux d'elle. Ils sont allés en voyage de noces à Budapest, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, voir la photo devant un des ponts sur le Danube bombardé. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Transylvanie a de nouveau été rattachée à la Roumanie, car la Hongrie, alliée de nouveau avec l'Allemagne, a perdu la guerre. Mario et Ibike ont eu deux garçons, Mario et Ivan, mais le père n'aimait pas la vie en Roumanie. D'ailleurs, il n'a jamais voulu apprendre le roumain. Il faisait des choses à sa façon, il faisait un peu de politique contre le communisme, suite à quoi, dans les années 1963-64, il a été obligé par les autorités roumaines de quitter la Roumanie. Les deux garçons, Mario et Ivan, ayant fini le lycée à Cluj, ils ont continué en Bulgarie leurs études à l'université. Mario est devenu ingénieur, mécanicien, et plus tard il a créé sa propre entreprise de réparation de véhicules, et Ivan est devenu chirurgien. J'ai la photo dans l'enveloppe d'origine de fin de terminale de Mario, motto d'un grand poète hongrois, Odi Endre. Au souvenir de notre dernier son de cloche. Voilà la fin de ces quelques années, et il n'y a pas plus loin. La vie va nous éparpiller comme la poussière du chemin. Malgré la vie difficile, le monde vaut le coup d'être vécu, si l'homme reste celui qu'il était, un étudiant noble, combattant et libre. Ils se sont passés 3 années depuis qu'on s'est vu la première fois avec Mario, chez les grands-parents Geiger à Vadul Crișului, voir photo avec lui et mes sœurs devant le poulailler. Nous avons pris le bateau à Roussé et nous avons vogué toute la nuit vers l'ouest pour remonter le Danube jusqu'à Orehovo. À 6 heures du matin, nous avons assisté au lever du soleil qui était magnifique. Mario, moitié de son petit nom, nous attendait à la descente du bateau. La ville est en hauteur par rapport à la rivière et il faut monter une colline avec des marches. Le père Mario Bacci nous a rejoints dans la rue et Ivan, qui est resté à la maison, s'était caché derrière la porte d'entrée pour nous faire peur en arrivant. Il avait un bandage sur la poignée de la main droite car il a cassé une fenêtre de la cabane dans leur vigne. Nous avons été très bien reçus et chouchoutés par toute la famille. Nous sommes allés plusieurs fois sur une île, Esperanto, où Mario a décidé de m'apprendre à nager et où quelqu'un nous a fait des photos. On a passé quelques jours très agréables chez eux et au moment du départ,
Ibikaneni a pleuré, car elle se retrouvait de nouveau seule. Les garçons à leurs études, son mari dans sa vigne toute la journée après le boulot. Elle n'a jamais pu travailler là-bas en tant que médecin, elle travaillait dans un laboratoire. Je pense qu'au début de leur arrivée, elle ne parlait pas du tout le bulgare, et en 1967, ça faisait seulement 3 ans qu'ils étaient là-bas, et aujourd'hui, je comprends mieux sa solitude. Moi aussi, je vis à l'étranger par rapport à ma jeunesse. Ces garçons étaient un peu sauvages, très différents de caractère, en compétition sans cesse, buveurs, fumeurs, un peu bagarreurs, et ils faisaient de l'haltérophilie. Ça m'imposait en étant jeune à l'époque. Une fois, la maman Ibikaneni a été obligée de les séparer. Ils se battaient et se chamaillaient comme 2 petits coqs. Je ne sais pas si c'est ma présence qui a déclenché des disputes entre eux. Mon préféré était sans nul doute Machi. Je me souviens de la photo avec les parents, les 2 garçons et ma grand-mère et moi. Les garçons, comme des rebelles d'une 20aine d'années, ne voulaient pas du tout faire la photo. Alors, pour faire quand même plaisir et en même temps se distinguer, ils ont enfilé la veste, mais pas le pantalon. Ils étaient en caleçon debout derrière nous. Pauvre maman, avec ces 2-là et son mari, si loin de sa vie à Cluj et de toute sa famille et de tous ses amis. Nous avons pris le train jusqu'à Sofia chez une tante de Mario. Nous avons été voir la chambre d'étudiants où habitaient Mario et Yvon pendant leurs études. C'est là que j'ai vu pour la première fois et en vrai des étudiants noirs et vietnamiens. Ils vivaient très bien, beaucoup avaient même des voitures. Au retour chez sa tante, Lelka en bulgare, nous avons fait la connaissance de 2 autres garçons, Baloyanchi et Otto. Baloyanchi, qui est un autre cousin comme Machi, qui vivait aussi à Cluj à l'époque, mais qui après 1989 avec sa femme est parti vivre à Budapest. Nous nous voyions à chaque fois quand nous avions le petit appartement à Budapest avec André, et par la suite aussi à chaque fois qu'on y passait. Ensemble avec les garçons, ils ont décidé de partir avec nous aussi, faire un petit tour en montagne, voir le fameux monastère de Rila. Nous avons pris le bus, et ensuite, après avoir marché pendant 3 heures, nous sommes arrivés à un refuge, Maljovica, où j'ai dormi avec la grand-mère dans un dortoir en commun. Pour les garçons, il n'y avait plus de place, ils ont dormi sous la tente. J'ai oublié de dire que ma grand-mère et moi-même, nous étions en sandales et habillés d'une robe légère d'été et un petit pull. Le lendemain, nous sommes partis, après un chocolat chaud et 2 petits gâteaux salés, pogača en hongrois, pour monter jusqu'au monastère de Rila. Au départ, nous marchions d'un bon pas, en s'arrêtant de temps en temps pour voir par où arrivaient les Turcs, une expression hongroise. On se reposait quelques minutes et ensuite on continuait. Janchi et Otto ouvraient la marche, Machi avec moi et la grand-mère un peu en retrait. Ma grand-mère avait du mal à suivre, moi aussi, mais comme elle était beaucoup plus lente que moi, je n'étais pas en cause. En me remémorant cette périple, je me dis que c'était assez horrible, surtout pour elle. Près d'un col, nous avons découvert les 7 lacs. Magnifiques, de l'eau claire comme le cristal et bleue comme le ciel. Pas loin, une énorme plaque de glace où les garçons faisaient des glissades. Le terrain très humide et marécageux a obligé Mario de nous porter littéralement sur le dos pour traverser. Vers midi, nous sommes arrivés sur le cime très fatigués. Après avoir sucé quelques krumplitsukor, sucre de pomme de terre, nous sommes repartis vers le monastère qui se trouvait quelque part en bas. Entre-temps, une pierre très acérée m'a blessé au pied et Mario m'a donné son mouchoir pour l'attacher sur la blessure. En descendant, ils ont décidé pour arriver plus vite de ne pas suivre le chemin,
mais de couper à travers une descente herbeuse, très glissante, qui a fait que j'ai été plusieurs fois sur les fesses pour aller tout droit, ce qui a provoqué notre perte parce qu'on s'est perdu. Pas de téléphone et encore moins de GPS à l'époque, en 1967. Pas un buisson, pas un arbre, pas d'ombre. Tout le long, des cailloux, de l'herbe. Et au loin, très loin, enfin, on a aperçu un petit chemin. Il fallait y arriver jusque-là. Yonchi et Otto sont partis en avant, on ne les voyait presque plus tellement ils étaient loin. Ma pauvre grand-mère avait de la peine à suivre. Nous sommes assis avec Mario pour l'attendre. Il m'a avoué être très triste de nous avoir amenés dans cette aventure et maintenant en plus de s'être perdu. Surtout qu'il ne lui a pas dit à ma grand-mère qu'on s'était perdu. Il était au bord des larmes en la regardant peiner dans la descente ou la montée. Je l'ai réconforté comme j'ai pu, mais j'étais également très inquiète. Ensuite, encore 2 kilomètres plus loin sur un chemin très difficile, car dans la descente nos genoux tremblaient sous l'effort et voulaient nous lâcher. Nous avons enfin aperçu le monastère au milieu des arbres, ce qui nous a donné un peu de courage pour finir cette escapade. En arrivant, nous nous sommes rués dans une rivière pure et transparente, mais glacée, mais pour rafraîchir nos pieds endoloris et le visage, ce qui nous a fait du bien. Ensuite, dans une pâtisserie, on s'est gavé de calories. Entre-temps, Machi nous a trouvé 2 lits pour la nuit, mais lui, il a été encore une fois obligé de dormir sous la tente. Nous avons dormi dans un immense dortoir avec 2 filles hongroises qui faisaient toutes seules un tour dans les montagnes de Bulgarie. Le lendemain, nous avions tellement mal aux jambes, mais nous avons quand même visité l'église et le musée. Le midi, nous avons repris un bus pour descendre chez Lelka, à Sofia, où Maci devait récupérer son passeport pour repartir en Roumanie pendant que nous l'attendions dans un parc. Au retour, il nous a dit « Il y a un petit problème, mon père a pris mon passeport, je ne peux pas partir. » Son père devait l'envoyer à Vienne pour chercher des pièces détachées pour les voitures. La panique, parce qu'on devait rentrer ensemble. Alors, sur un coup de tête, il a décidé d'aller quand même voir le bord de la mer Noire, à Varna. Il est reparti chez la Lelka, et il se trouve qu'elle a mis une nappe sur la table, et par inadvertance, elle a recouvert le passeport avec. Nous avons installé la grand-mère dans le train, pendant que je faisais la queue pour acheter les billets, et le cousin a couru récupérer les bagages à la consigne. Enfin, après toutes ces émotions, nous nous sommes installés en première classe dans le train pour la nuit. Le matin, nous sommes arrivés à Varna. Une femme nous a accostés pour proposer son logement avec vue sur la mer. Nous avons accepté. Ensuite, baignade dans la mer, dont voici la photo avec Maci et ma grand-mère. En regardant cette photo aujourd'hui, je la trouve très sensuelle. Mario est si beau, et moi avec mon maillot fait par maman en tissu rouge. J'étais belle. Ensuite, bain sulfureux dans des baignoires et des douches, ce qui nous a fait beaucoup de bien après l'escapade montagneuse. Le lendemain, au bord de la mer, il a trouvé dans le sable un bracelet « I love you » et me l'a donné. Un souvenir sentimental sans valeur marchande, mais que je garde avec nostalgie toujours aujourd'hui. Maci est décédé depuis 2 ans, ce qui m'a fait beaucoup de peine et il me manque beaucoup. Nous étions des cousins germains, si on peut dire. Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort tragique suite à une maladie nosocomiale attrapée à l'hôpital où il a été soigné suite à une chute et une blessure à la tête. Ici, à la plage, j'ai vu un concours de beauté de femmes, mais d'hommes aussi. Nous avons visité un aquarium et une exposition d'armes. Le lendemain, nous avons pris le train et quitté la Bulgarie. Nous avons atterri à Bucarest. Nous sommes allés au cinéma Patria et ensuite jusqu'au zoo
qui malheureusement était fermée. Le lendemain, nous nous sommes quittés, car Mahachi devait encore régler ses problèmes de passeport. Si j'ai raconté avec tant de détails ces vacances, c'est que je l'ai écrit dans mon journal. C'était la première fois que je voyageais à l'étranger, et en plus vivre des aventures pareilles, moi qui n'ai jamais été en montagne. En partant de Bulgarie, pour garder un souvenir, j'ai voulu en cadeau un parapluie qui faisait sensation à l'époque en 1967 pour sa forme en cône qui n'existait pas du tout en Roumanie. Au retour, pour immortaliser cet objet si particulier, j'ai été chez le photographe pour qu'il me prenne en photo avec mon beau parapluie bleu au ciel. Comme on ne pouvait pas voir immédiatement le résultat, voici la photo ratée pour le pauvre parapluie dont on ne voit absolument pas la forme. Ensuite, les 2 dernières classes d'école avant le bac, dont je ne me souviens plus beaucoup, sauf de mes amies Johanna, avec qui je suis amie sur Facebook, et dont voici une photo de 2011, et récemment une autre fille, Farkosh Eva, qui était dans ma classe et qui m'a demandé à être amie sur Facebook. J'ai retrouvé aussi une lettre de ma prof de latin, une petite femme jeune qui avait peut-être à peine 10 ans de plus que nous, ses élèves, Ioana, Viorica et moi. Cette lettre que j'ai reçue date de 1969. Voici un extrait de sa lettre, bien sûr en roumain, qui est intéressante pour voir ce qu'elle pensait de moi et que je redécouvre aujourd'hui. Chère Antonia, tu ne pourras pas comprendre avant plusieurs années ce que j'ai ressenti en lisant tes paroles impressionnantes. En embrassant la carrière de professeur, un rêve que je te souhaite de tout mon cœur que tu réalises, quand tes anciens élèves pour lesquels tu travailleras avec amour, ils se souviendront de toi, juste au moment où tu en auras le plus besoin de cette attention, comme c'est mon cas en ce moment présent, tu comprendras ce que je voulais te dire. Je suis impressionnée par ta maturité à voir la vie. C'est vrai que du temps s'est écoulé depuis notre séparation. Dans mon souvenir, tu es une jeune fille respectueuse, ordonnée dans les moindres détails, très consciencieuse et qui écrivait de belles rédactions. Tu es sur le seuil d'un chemin où tu vas découvrir les nouveaux horizons dans la vie qui vont te mener vers un monde inconnu qui cache, comme tu dis, des joies et des tristesses. Je ne me souviens pas de la date exacte de l'examen de maturité, mais je sais que ça a commencé le dimanche. En tout cas, je pense à toi et je te souhaite du succès à cet examen aussi. De tout cœur, Maria. PS. Comme tu as pu voir sur l'enveloppe, nous n'habitons plus à l'ancienne adresse. Une voisine a donné un peu en retard ta lettre à ma fille. Je ne veux pas dire que ma réponse a tardé à cause de cela. Pardonne-moi pour ce retard, ce n'est pas de la négligence, je t'en prie de m'excuser. La même. Herzeg Zoltán, le beau prince, s'est présenté à Bucarest pour rentrer au conservatoire de chant, mais il n'a pas été pris. Trop vieux déjà, je suppose. J'ai correspondu avec Jurasic Tibi, dont je viens de retrouver des lettres écrites fin 1966, après notre rencontre à Baia Mare. Il m'écrit des lettres gentilles, il me dit que je lui manque, et aussi qu'il est malade, sous traitement, parfois il n'a pas le moral. Je ne me souvenais plus et je ne sais pas ce qu'il avait comme maladie. Voici un extrait d'une de ses lettres. Depuis qu'on s'est quitté, j'ai grandi de 1,5 cm et j'ai perdu 2 kilos. Je fais pousser mes cheveux et j'en prends grand soin. J'ai été à une soirée, mais vraiment je me serais plus amusée si tu avais été avec moi. Je suis content que les garçons de ta classe ne te connaissent pas et qu'ils sont plutôt de la campagne. Je vais faire mon possible cette semaine pour aller un après-midi à Baia Mare. J'ai très envie d'être avec toi. Depuis qu'on s'est quitté, c'est comme s'il s'est passé une éternité. Tu sais que je regarde tout le temps ta photo,
qui est sur le bureau où je fais mes devoirs. Bientôt je t'enverrai une photo réussie de moi. Je suis content que tu sois une fille sage et qu'il ne s'est rien passé pour ne plus pouvoir dire que tu es une sainte. Je finis ma courte lettre, transmets mes salutations à Ioana, Jetta, Viorica et Cillo, ainsi qu'à tes sœurs. Tibi t'embrasse sur la bouche, Billy t'embrasse sur le front. Je me suis trompée, mais tant pis. Tibi. Pour le bac, chaque élève préparait une petite carte avec sa photo, le nom des professeurs et des élèves, ainsi que d'une citation. Moi, j'ai choisi la suivante en français. Le travail est un trésor, de La Fontaine. Il y a aussi le nom de la professeure principale, Ocean Maria, qui m'a écrit la lettre, et j'ai souligné mon nom et le nom de mes amis que Tibi salue dans sa lettre. L'année du bac, l'été de 1969 avec l'examen, la chanson et le bal du fin des études. Nous avons chanté Gaudeamus Igitur comme tous les bacheliers à cette époque. Voici l'adresse d'une vidéo où j'ai chanté à 70 ans en latin et en hongrois cette chanson. Pour mon anniversaire de 20 ans, en 1970, j'ai invité des amis et 2 garçons de la famille, les frères de mon oncle Lotzi, le mari de ma tante Pincy. Nous avons dansé, discuté et mangé une bonne partie de la nuit dans notre grand appartement. Mes parents, Gabriela et ma grand-mère, sont restés dans leur chambre après avoir fermé la porte des chambres et la porte du couloir qui donnait sur le salon aussi. Il y en avait qui fumaient aussi, apparemment ce n'était pas interdit. Sur la photo de groupe, je suis sur la 2e rangée entre ma cousine Pirigno à ma droite et mon ami de Baiamare, Cillo Kishronti, à ma gauche. Sur le côté droit de la photo, les 2 jeunes étaient des amis et collègues de travail, mais pas dans le même bureau. Ils ont fait plus ample connaissance à mon anniversaire et ils sont tombés amoureux. Ils sont toujours vivants et toujours ensemble. Je les ai retrouvés grâce à Internet sur le Facebook. Mon gâteau d'anniversaire a été décoré avec 20 gros bougies qui servaient habituellement pour nous éclairer quand il y avait des coupures d'électricité, ce qui était très courant à l'époque, si je peux m'exprimer ainsi, et on ne pouvait jamais savoir pour combien de temps, 1 heure ou plusieurs, ou jusqu'au lendemain. D'ailleurs, en parlant de cela, c'était la même chose pour l'eau. En général, la baignoire pleine d'eau servait de réserve pour la toilette et les WC, et dans la cuisine, il y avait toujours des bassins pleins d'eau pour la cuisine ou la vaisselle. On appelait l'eau minérale uniquement l'eau gazeuse en bouteille. L'eau plate en bouteille n'existait pas. On buvait l'eau du robinet. À Baiamare, j'ai reçu l'adresse d'un correspondant français qui voulait bien écrire à des jeunes Roumains. C'est ainsi que notre histoire avec André a débuté dans les années 1967, avec des difficultés pour moi d'écrire en français. Voici André avec le petit chien. Je l'ai trouvé beau, ce garçon. En 1971, en partant faire un voyage en Inde avec son cousin par alliance Maupoix Alain, il a fait escale à Satu Mare. Je travaillais déjà et tous mes collègues étaient très curieux car les étrangers étaient aussi rares chez nous que le corbeau blanc. Au retour, il est revenu tout seul et il est resté 2 semaines chez nous. Nous avons été très sages tous les 2, on a essayé de mieux se connaître. Moi je travaillais dans la journée et on se retrouvait ensuite vers 16 heures. À son retour à Paris, nous avons continué à nous écrire et aussi à nous téléphoner. Nous n'avions pas encore le téléphone à la maison. Il a fallu attendre longtemps pour avoir une ligne à la maison et en plus, souvent on donnait la même ligne à plusieurs personnes. J'allais à la poste pour demander le numéro à Paris et j'attendais parfois plus d'1 heure pour avoir André en ligne. Enfin, après une nouvelle rencontre avec André, en 1972,
où nous avons commencé à parler d'une vie en commun, tous les amis et des connaissances ont essayé de me dissuader de partir en France en me disant que je vais me retrouver à faire la putain sur les trottoirs à Paris. Je me suis dit, il a été honnête avec moi, il ne m'a rien caché de sa vie. Le fait qu'il a abandonné l'école juste avant le bac, qu'il n'avait pas de travail régulier, qu'il avait une mère veuve et divorcée, mais très légère avec des hommes, et avec 3 garçons à sa charge, toute une grande famille avec certains alcooliques, des familles recomposées, etc. Alain Maupoy, le cousin par alliance de André, il s'est souvenu de moi en 1972, quand il faisait son service militaire à Nancy, et il m'a envoyé une carte postale à mon adresse à Satu Mare, avec le texte suivant: « Bonjour de mon casernement à toute la famille. Maupoy Alain. » La même année, en 1972, André était de retour à Satu Mare. Un jour, juste au moment où je passais avec André devant la prison, un camion avec des prisonniers sortait pour aller travailler sur les champs, et en le voyant avec son pantalon en velours rouge, ils ont rigolé et se sont moqués de son habillement. Alors, j'étais en colère que des prisonniers se permettent de se moquer de lui, mais en même temps, je me suis dit qu'il n'a vraiment pas le profil d'un maquereau. Mes parents ne m'ont jamais dit cela, mais ma mère a écrit une lettre en français pour la mère d'André pour lui demander de me recevoir et de m'aider pour mon adaptation. Je n'ai pas retrouvé ce courrier et je ne l'ai jamais lu. Elle n'a jamais répondu, alors je me demande si elle l'a reçu. Elle avait d'autres préoccupations. Je ne sais pas si au début sa famille savait qu'on était légalement mariés, car personne n'est venu à notre mariage à Satu Mare. Juste son ami Jean Lacour, qui malheureusement est décédé depuis très longtemps maintenant. Le voici sur le côté droit de ces 2 petites photos, en compagnie de toute ma famille, où nous posons devant la mairie où nous nous sommes mariés. C'est lui tout seul, en voiture, qui a ramené en France toute ma dot. Un service complet de vaisselle dont certaines pièces existent encore, des couverts en argent, des draps à mes initiales de jeune fille, des couvertures, des nappes brodées par moi-même et d'autres avec le monogramme, des serviettes, des torchons avec mes initiales, tout ce qu'il faut pour démarrer une vie à 2. Et voilà. Finalement, j'ai eu raison de faire confiance à André et à Jean aussi. Notre mariage dure depuis plus de 51 ans, avec des hauts et des très bas, mais enfin, comme nous disons avec mes sœurs en riant, nous sommes les filles de notre mère. Et donc, après des débuts difficiles et très tristes, pleins de larmes, un retour en Roumanie s'est imposé juste quelques 2-3 mois après mon arrivée en France. À la maison à Satu Mare, au milieu de ma famille, j'étais de nouveau heureuse et gaie, et c'est là que j'ai vraiment réalisé ce que j'ai fait. Alors, en toute conscience, j'ai décidé de surmonter mon chagrin et ma peur en me disant « J'aime ce garçon, j'ai librement choisi de vivre cette vie avec lui, alors c'est à moi de m'adapter, de l'accepter avec toute sa famille. Et qu'avec l'aide d'André, nous construirons une vie belle malgré tout et enrichissante pour nous et nos enfants à venir. » Voilà. Donc, de la rencontre de 2 familles complètement différentes, l'une à l'Est vivant dans un pays communiste très strict mais traditionnel, modeste, classique et catholique, et l'autre à l'Ouest dans la capitale de la France, à Paris, très libérale, moderne et libre, sans aucun tabou de certains de ses membres. Alors, on a mélangé les 2 et on a essayé de faire au mieux en prenant chez les 2 ce qui, à notre avis, nous correspondait plus en fonction de notre caractère. Il y a quand même quelque chose en commun assez surprenant au demeurant. D'abord, pour commencer, nos 2 prénoms usuels,
commencent par la même lettre A. A pour André, A pour Antonia. Nos deux mères, Gabriela et Gisèle, deux prénoms qui commencent par la même lettre, et en plus, elles ont le même âge. Toutes les deux sont nées en 1930. Gisèle, fin janvier. Gabriela, début mars. Gisèle a eu 3 garçons. Gabriela a eu 3 filles. Nous sommes, André et moi-même, les aînés de ces deux familles, et Jean-Pierre, le petit frère d'André, et Gabriela, ma petite sœur, sont nés la même année, en 1955. Je ne sais pas si j'étais une bonne mère, mais ce que je sais, c'est ce que je ne voulais pas pour vous, mes enfants. Le reste, c'est vous qui l'avez construit. In fine, est-ce qu'on a réussi? À vous de voir, mes enfants. Voici mon héritage personnel, historique et culturel, en 4 épisodes. Je vous aime, maman.